avec nos amis qui sont à Paris. On a beaucoup parlé à Jaffa, Paris-Jaffa. Maintenant, on va aller à Paris. Après ce sujet, terrorisme, crise migratoire, crise économique, tension sociale. Voilà aujourd'hui l'état de l'Europe. La France n'y échappe pas. En toile de fond, l'opposition à la loi travail. Et en première ligne, des syndicats, et notamment la CGT, qui appelle aux grèves dans les raffineries et au blocage des dépôts de carburant. Gabriel Nolin. Des stations fermées, des files de voitures sur plusieurs kilomètres. Le blocage des raffineries pèse sur le quotidien de nombreux automobilistes dans le nord-est de la France. Il faut attendre longtemps pour faire le plein. Ça fait une demi-heure et c'est la seule pompe à essence ouverte sur les 20 km. Après une heure de queue hier, j'ai mis de l'essence. Mais je sais que si ça continue comme ça, la semaine prochaine, ça va être un peu dur pour aller au boulot. Par crainte d'épuisement des réserves, les automobilistes ont pris d'assaut les stations-service. Résultat, 1500 stations sont en rupture partielle ou totale. Les autorités tentent de reprendre la main pour éviter une véritable pénurie. Mais pour l'opposition, le gouvernement a mal géré la situation. Le candidat à la primaire républicaine Bruno Le Maire dénonce ainsi l'absence de Manuel Valls, actuellement en visite en Israël. Une faute selon lui. Le Premier ministre tempère quant à lui l'ampleur de la pénurie. Nous maîtrisons pleinement la situation. Je pense que un certain nombre de raffineries ou de dépôts qui étaient bloqués sont débloqués ou vont l'être dans les heures et dans les jours qui viennent. Nous sommes très déterminés à ce qu'il n'y ait aucune pénurie en France. Des arrêtés préfectoraux sont en cours depuis vendredi pour tenter de calmer la crise. Interdiction de remplir des bidons de carburant en Seine-Maritime, dans le Calvados, dans le Nord, la Somme ou encore le Pas-de-Calais. Plusieurs préfectures ont même limité le volume maximal de carburant pour les véhicules à 20 ou 30 litres et à 40 ou 150 litres pour les poids lourds. Plusieurs stations-service ont été fermées, notamment dans l'ouest et le nord du pays. 4 raffineries sur les 8 de France sont affectées par la grève menée par les opposants à la loi travail. Des raffineries qui représentent 50% de la capacité de raffinage français. Pour calmer la grogne, le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis a promis aux routiers de ne pas toucher à leurs heures supplémentaires. Voilà. Un volet sensible de la loi travail. Et là, on va retrouver à Paris, toujours en direct, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express. À vous, Christophe. On le voit, Monsieur le Premier ministre, les Français sont inquiets. Ils se demandent s'ils vont trouver de l'essence pour aller travailler demain. Vous avez tenu, on les a entendus, des propos rassurants. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Est-ce que vous allez donner l'ordre d'évacuer, s'il le faut par la force, les raffineries et de réquisitionner le carburant nécessaire? Moi, je suis lucide et en même temps, je veux rassurer Christophe Barbier. Parce que notamment au cours de cette fin de semaine, parce qu'il y a eu toute une série d'informations sur des blocages possibles, les Français se sont précipités pour faire le plein d'essence. Et dans certains territoires, dans certaines stations essence, c'est 200 à 300% de plus d'essence qui a été vendue à la pompe. Donc j'appelle chacun là aussi à ne pas céder à la panique. Le ministre des Transports a eu l'occasion de s'exprimer, il le fera encore, Alain Vidalis, il suit ça très attentivement en lien avec moi. Avant de faire cette émission, nous avons eu une discussion, mon cabinet évidemment très attentif à cette question. Mais oui, nous allons continuer à évacuer un certain nombre de sites et notamment les dépôts. Je ne donnerai pas les informations plus précises. Les forces de police vont agir et là aussi, j'en appelle de nouveau à la responsabilité. J'ai déjà eu l'occasion, et Alain Vidalis aussi, de rassurer les salariés du secteur des transports comme celui du pétrole. La loi travail ne met pas en cause, d'ailleurs d'une manière générale, mais ne met pas en cause toute une série d'acquis, notamment concernant les heures supplémentaires payées. Donc ce mouvement n'a pas lieu d'être et j'en appelle là aussi à la responsabilité de chacun. Mais il faut qu'il sache, notre détermination à faire lever ces barrages. Certains ont déjà été levés aujourd'hui, nous allons continuer. 2, et je le dis aussi très tranquillement, la loi travail ira jusqu'au bout de son processus parlementaire. Est-ce que vous avez l'impression que la CGT est dans une démarche jusqu'au boutiste, presque désespérée, dont le but en fait est de durcir le débat pour faire tomber votre gouvernement lors des prochains débats à l'Assemblée sur la loi travail? Mais moi je veux être respectueux de tous les syndicats. Écoutez, il y a les syndicats qu'on appelle réformistes, la CFDT, l'UNSA, la CFTC, ont soutenu, en tout cas ont approuvé, ont donné leur accord sur les modifications que nous avions discutées ensemble sur la loi travail, qui est une bonne loi pour les entrepreneurs comme pour les salariés, qui permet la négociation. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie différence avec la CGT, Force ouvrière. La négociation dans l'entreprise, au plus près du terrain, mais qui donne aussi des droits nouveaux
pour les salariés grâce au compte personnel d'activité. Mais je respecte les positions des uns et des autres. Chacun peut manifester son opposition. Nous sommes dans un pays démocratique. Mais sur ce jusqu'au-boutisme, ces discours, ces contre-vérités d'ailleurs sur la loi travail, sur des droits qui seraient enlevés aux salariés, sur des heures supplémentaires qui ne seraient plus payées aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu. Et nous avons, je crois, convaincu dans le secteur des transports. Donc moi, je demande à chacun, sans rien renier de ses positions, aujourd'hui de regarder la réalité, de ne pas mettre en difficulté l'économie du pays et de respecter les usagers. Les gens ont besoin d'essence pour aller travailler. Notre économie a besoin d'essence pour continuer à soutenir la croissance. Moi, je n'analyse pas les stratégies des uns et des autres, mais il y a une forme de radicalité qui, aujourd'hui, peut amener à de la violence. Le tract de la CGT concernant la police, responsable d'un certain nombre d'incidents, était insupportable. Soit il accusait la police, soit il accusait le gouvernement de provoquer des bains de sang. Et ça n'est pas tolérable dans une démocratie. Est-ce que tout cela ne signe pas l'échec quand même de la méthode qu'avait voulu François Hollande pour son quinquennat, c'est-à-dire le paritarisme, c'est-à-dire ne rien faire sans passer par les partenaires sociaux? On a l'impression que ça a mené à la radicalité d'un côté avec la CGT et puis à un certain dialogue de sourds avec le patronat. Je ne crois pas. Je pense que beaucoup d'accords ont été passés avec les syndicats au cours de ces dernières années. Et il y a des syndicats qui aujourd'hui, j'en suis convaincu, représentent une majorité de salariés qui veulent passer des accords. Et l'accord, il doit se faire bien sûr, d'abord dans l'entreprise. C'est un changement de philosophie, au fond. C'est une décentralisation dans l'entreprise. C'est ça qu'attendent aujourd'hui les salariés. Mais c'est vrai que ces débats, Christophe Barbier, vous avez raison, permettent de lever peut-être des ambiguïtés, de clarifier tout simplement des débats entre deux conceptions, parfois de la politique, on retrouve ces débats à gauche, et puis deux conceptions aussi dans le syndicalisme ouvrier. Moi, je crois à la négociation. Je crois au compromis. Au fond, alors, ce pays, la France, notre pays, a besoin de progrès, a besoin de compromis, parce qu'il faut de l'apaisement, même si c'est difficile, puis a besoin de rassemblement autour des valeurs de la République. Une toute dernière question, Christophe, parce qu'on court après le temps, très brièvement. Très rapidement, un de vos ministres aujourd'hui, Thierry Mandon, déclare que la machine à décider est en panne et que dans le prochain quinquennat, il faudra réinventer une nouvelle manière de faire la loi. Les lois sont trop lentes, trop grosses, ça ne marche plus avec l'administration. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a outrepassé son devoir de réserve? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il faudra changer la manière de faire la loi. Non, je suis d'accord avec lui. Bon, on décide, heureusement, et à la place qui est la mienne, nous décidons régulièrement des réformes, nous essayons de répondre aux aspirations des Français. Regardez ce qu'on peut décider, notamment en matière de sécurité ou contre le terrorisme, et je pourrais prendre évidemment bien des exemples. Quand on décide d'augmenter le RSA, quand on crée la prime d'activité, c'est bon pour les salariés les plus modestes, et notamment pour les jeunes. Mais c'est vrai que dans le monde tel qu'on connaît, plus décentralisé, à l'aune des réseaux sociaux, avec des peuples qui sont intelligents, qui veulent participer, qui sont éduqués, la manière de fabriquer la loi, c'est trop long. Regardez la loi travail. Nous la discutons depuis des mois avec les partenaires sociaux après le rapport Combrexel. Les débats ont commencé à l'Assemblée nationale depuis quelques semaines. Ils vont aller au Sénat. La loi sera votée au mieux au mois de juillet. C'est trop long. Ça veut dire qu'il ne faut pas bâcler le travail. Et en même temps, c'est trop long. Il faut plus de participation des citoyens et sans doute dans la manière de gouverner, changer les choses. Mais je pense que nous y sommes prêts. Merci Christophe. Ces vives tensions autour de la loi travail ont eu pour effet de clarifier la situation à gauche. Il faudrait être aveugle pour ne pas constater l'existence de deux gauches qui ne sont d'accord sur rien et qui s'affronteront, c'est sûr, assez durement d'ailleurs, l'année prochaine aux présidentielles, au risque de perdre le pouvoir pour longtemps. Léa. Voilà, Emmanuel Macron qui lance son mouvement En Marche, Jean-Luc Mélenchon qui appelle les frondeurs à le rejoindre pour 2017, Arnaud Montebourg qui lance un appel pour un grand projet alternatif, pour Yamir Chahi qui souhaite une motion de censure de gauche. Le Parti socialiste n'a jamais paru autant dispersé. Un constat déjà accepté en février dernier par Manuel Valls, la gauche est irréconciliable. Le Premier ministre dit pourtant assumer sa voix, à savoir sécurité, laïcité et baisse du coût du travail pour les entreprises. Seulement, cette voie ne plaît pas à tout le monde au sein du parti. Une fracture aggravée par l'utilisation du 49.3. Désormais, l'enjeu est grand pour François Hollande. Comment le pas encore candidat réussira-t-il à rassembler? En tout cas, le président est sûr d'une chose, il n'y a pas d'alternative à la gauche gouvernementale. Il peut y avoir des propositions de gauche, il peut y avoir des idées de gauche, des ambitions de gauche. Des ambitions, mais heureusement. Mais il n'y a pas d'alternative en dehors de la ligne que je représente,
au-delà du gouvernement qui est aujourd'hui en place, il n'y a pas d'alternative à gauche. François Hollande s'est engagé à dire s'il était candidat ou non à sa réélection au plus tard en décembre 2016. Reste à savoir s'il parviendra d'ici là à être l'homme du consensus. Et je passe la parole à Laurent Geoffrin, qui toujours est à Paris, directeur de la rédaction de Libération. Laurent ? Bonsoir. Ce matin, dans le journal du dimanche, un sondage est paru qui place Manuel Valls, qui vous place à 22% d'opinion favorable et François Hollande à 15%. Franchement, est-ce que vous croyez que la gauche a encore une chance dans la prochaine présidentielle ? Oui, c'est difficile. Moi, je comprends le scepticisme des Français. Ils attendent évidemment des résultats, de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, pour leur sécurité. Ils attendent bien sûr de l'efficacité pour faire baisser le chômage. Moi, je suis convaincu que le retour de la croissance doit permettre de faire reculer le chômage. Et puis, il y aura un débat, au fond, dans quelques mois, sur quel modèle de société, quel projet de société voulons-nous pour le pays. Je vous parlais tout à l'heure de progrès. Progrès éducatif, progrès en matière de recherche, progrès tout simplement humain pour nos concitoyens, le compromis nécessaire, je l'évoquais dans l'entreprise, le rassemblement autour des valeurs de la République, dont la laïcité. Et au fond, voilà, quel projet de société voulons-nous ? Et en face, je le dis sans caricaturer, il y a un projet qui est celui de la droite, avec une volonté de détruire une partie de ce que nous avons construit en termes de conception de l'État, avec 300 000 fonctionnaires de moins. On les prendrait où ? Dans l'éducation, alors qu'on a besoin d'enseignants, à l'hôpital, alors qu'on a besoin d'infirmières, dans les forces de sécurité, alors qu'on a besoin de protéger les Français. Et comment vont-ils le faire en plus en baissant l'impôt sur les plus riches ? Donc non, il y a sans aucun doute, et c'est ça qui doit clarifier le débat, des options différentes, et bien sûr, je ne l'oublie pas, parce que c'est la plus dangereuse, celle de l'extrême droite, qui là mettrait notre pays à genoux. Donc face à ces choix, moi je suis convaincu que nous pouvons de nouveau rassembler les Français. Est-ce qu'il y a toujours deux gauches irréconciliables ? Et si oui, qu'est-ce qui reste des chances de réunion et donc de victoire contre la droite et l'extrême droite ? Mais moi j'ai rappelé qu'il y avait eu des propos, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui expliquaient que François Hollande c'était pire que Nicolas Sarkozy ou que Manuel Valls c'était pire que Jean-Marie Le Pen. Je rappelais ces discussions étranges entre Clémentine Autain et Tarek Ramadan. Mais je suis convaincu que parmi les électeurs de gauche, il y a une attente très forte de rassemblement. Et ce que disait François Hollande, vous passiez cet extrait il y a un instant, disant qu'il y a peut-être des discours de gauche alternatifs, mais pour gouverner la France, il n'y a pas d'autre alternative. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger, reconnaître quand nous nous sommes trompés, mais la voie que nous avons choisie, celle du progrès, celle du compromis, celle du rassemblement autour des valeurs de la République, une certaine autorité de l'État qu'il faut incarner, les valeurs pour lutter contre ces messages de haine que nous connaissons en France et en Europe, oui, je pense que nous pouvons rassembler pas seulement les Français qui se sentent de gauche, qui se réclament de la gauche, qui ont voté pour François Hollande en 2012, mais plus largement les Français, parce qu'autour des valeurs de la République, je pense que face aux dangers que représente l'extrême droite, nous devons rassembler. Arnaud Montebourg a annoncé ce matin qu'il serait candidat à une primaire de la gauche. Alors, est-ce qu'il va y avoir une primaire de la gauche ? Laurent Geoffrin, je suis en Israël. Vous m'interrogez, c'est normal, sur la situation en France. Moi, je suis à Paris. J'ai souri, je le constate, hélas. J'ai souri quand j'ai vu qu'un leader de l'opposition, Bruno Le Maire, me reprochait d'être ici. Enfin, quel drôle de conception. Il a même un mot très fort, c'est une faute. Quelle drôle de conception de la vie politique à l'heure d'Internet, alors qu'il sait parfaitement que je suis en contact avec mes collaborateurs, avec les ministres. Et puis ce voyage est important, pas seulement pour la région, et pas pour moi, il est important évidemment pour la France et son rôle dans le monde. Moi, je pense que les Français, aujourd'hui, certes, les primaires, c'est très intéressant. Il y aura une primaire à droite et elle permettra de choisir leur candidat. Mais à gauche, avec un président de la République sortant, je vois mal comment on peut organiser dans ces conditions la primaire. Je comprends que ça soit une aspiration pour beaucoup d'électeurs de choisir le candidat. Mais dans les conditions que nous connaissons, dans la Ve République,
Il me semble qu'il faut attendre maintenant la décision du chef de l'État. Manuel Valls, vous vous rendez compte quand même que tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez d'accord avec le constat de Thierry Mandon qui dit quand même globalement que ça ne marche pas, alors que vous-même, vous n'êtes pas observateur, vous êtes aux manettes. Est-ce que ça veut dire que pour la suite, vous auriez une autre façon de faire? Vous avez dit cette semaine, mercredi soir, vous avez tenu un meeting et vous avez dit qu'il faudrait pour 2017 un projet. Est-ce que vous en auriez un? Quand je disais ça ne marche pas, c'est parce que je pense qu'il y a une crise. La manière de gouverner, pas seulement en France. Oui, mais vous n'êtes pas extérieur. C'est vous qui vous gouvernez. Mais je ne dis pas ça. Dans le monde, monter les populismes, regardez ce qui se passe en Autriche, regardez aussi ce qui se passe avec Donald Trump aux États-Unis. Donc il y a non seulement une crise des institutions, la manière de gouverner, mais je pense qu'il y a même une contestation de notre démocratie. Vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent que ça n'a pas marché, donc ils sont à la recherche d'une solution parfois autoritaire, pour ne pas parler des plus radicalisés. Donc je pense qu'on doit, et vous-même vous le disiez, intégrer le temps. Oui, il y a du temps long, on a besoin de stratégie, et en même temps il faut décider vite. Et donc la manière dont travaille le Parlement, la manière dont travaille le gouvernement, les rapports entre le gouvernement, le Parlement, le président de la République, bien sûr, les Français, à l'heure des réseaux sociaux, j'étais interrogé par un jeune qui me disait mais comment on peut faire aujourd'hui, faire vivre la démocratie à l'heure d'Internet. Donc ces questions-là nécessitent de repenser, ça n'est pas nouveau, démocratie représentative, démocratie participative. Et moi je pense, et le président de la République le rappelle souvent, que si nous avons obtenu des résultats, que si nous avons engagé des réformes, il manque sans doute le dessein et le projet de société. Ce projet de société, c'est ce que nous devons bâtir dans les mois qui viennent, avec le président de la République bien sûr, pour le pays. Et projet qui intéressera Laurent Geoffrin, on revient vers vous Laurent. Oui, une question qui est également dans l'actualité. Libération a publié jeudi dernier un appel de 40 personnalités au CAC 40 pour limiter le salaire des grands patrons. Est-ce que Manuel Valls est d'accord avec cette perspective et est-ce que le gouvernement va légiférer? D'abord, nous allons, Laurent Geoffrin, déjà légiférer. Parce que nous avons considéré que le non-respect des choix ou des décisions des assemblées générales d'actionnaires ne correspondait pas à l'idée qu'on se faisait des engagements du patronat. Ce ne sont pas les seuls conseils d'administration qui peuvent donner leur accord sur un certain nombre d'augmentations des salaires des chefs d'entreprise. Moi, je comprends tout à fait qu'on gagne de l'argent quand on est à la tête d'une grande entreprise, quand il y a en plus des résultats positifs. C'est plus étonnant quand il y a des résultats négatifs. Et c'est surtout ce qui est insupportable. Donc on va légiférer là-dessus. C'est déjà important, il y a les amendements du groupe socialiste à la loi qu'on appelle Sapin 2. Moi, j'étais très intéressé par l'appel que vous avez publié. Il y a une difficulté, vous le savez, constitutionnelle, à plafonner ces salaires. Nous avons pu le faire dans la fonction publique, c'est plus difficile à faire dans le privé, mais je pense qu'il faut ouvrir le débat et que cet appel ouvre le débat et qu'il faut sans doute imaginer des solutions plus intelligentes. On verra. Il n'est pas exclu qu'il y ait un plafonnement. Mais moi, je n'exclus rien dans ce domaine-là, tant les écarts de salaire sont devenus insupportables, et tant surtout, au fond, on constate de nouvelles inégalités. Moi, une grande partie de mon engagement politique, et nous en avons parlé, c'est bien sûr le combat pour les valeurs, mais c'est un combat pour l'égalité, pour l'équité, pour les inégalités. Et de tels écarts de salaire sont insupportables. Peut-on légiférer sur ce sujet-là ? J'entends des affirmations très claires en disant non, ça n'est pas possible. Moi, je demande qu'on regarde de près les choses, comment on peut avancer. Merci Laurent, merci Christophe. Cette émission va prendre fin dans quelques minutes. Donc, si vous voulez bien poser encore une question, si vous en avez une au Premier ministre. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, cette semaine, vous avez fait campagne et on ne savait plus vraiment pour qui c'était. Mercredi soir à Évry, chez vous. Est-ce que ça veut dire, je repose ma question, que vous auriez un projet pour 2017? Vous dites qu'il faut un projet, mais on ne peut pas dire qu'il faut un projet sans en avoir un. Je suis chef de gouvernement. Je gouverne et je gouvernerai jusqu'au bout. Tant que j'ai la confiance, bien sûr, du Parlement et du Président de la République. Mon problème, ça n'est pas moi. Ce n'est pas le sujet des Français. C'est comment nous redonnons de l'espoir, comment on réconcilie les Français avec la vie politique, comment on fait reculer les populismes et la violence dans notre société. Vous arrivez au pouvoir. Vous en parlez comme s'il restait tant à faire. Non, parce que je pense que nous avons beaucoup agi et qu'il faut continuer à agir en expliquant ce que nous avons fait, en redonnant un projet. L'élection présidentielle, c'est le moment de bâtir un destin collectif. Merci. Et nous allons le faire. Merci beaucoup. Voilà, cette émission va prendre fin et vous écoutez attentivement. Je suis frappé par le contraste entre deux situations.
la situation en France, en Europe et celle ici, en Israël, où vous êtes. Voilà un pays en guerre, depuis sa création, confronté à une menace permanente et qui ne cesse d'évoluer dans son économie. Vous-même, ce matin, vous avez visité pas mal d'entreprises et vous avez vu l'énergie de ce pays qui continue d'avancer malgré la guerre. Et voilà un pays qui est censé être en paix, qui est la France, et qui a tant de mal à se réformer ou à accepter les réformes avec un blocage absolument inouï, une défense des situations acquises alors qu'il pourrait tant avancer. Oui, au fond, peut-être pour résumer le projet qui vient d'être évoqué, c'est de retrouver la confiance en soi et de la fierté. Le regard qui est porté sur la France, d'Israël ou d'autres pays que je visite, est un autre regard que celui parfois nous-mêmes nous portons sur notre pays. Nous connaissons une forme de dépression, de décomposition politique, de doute permanent. Soyons fiers de ce que nous sommes. Nous sommes un grand pays par notre diplomatie, nos armées, notre culture, notre langue, notre économie, nos industries, notre agriculture, notre éducation. Soyons fiers d'être Français. C'est cette fierté avec nos valeurs et notre modèle social que nous devons redonner aux Français. Et on puise beaucoup d'énergie ici, grâce notamment aux Français qui investissent en Israël. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'être passé sur UN4 et BFM Télé. Merci à Pauline d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. La prochaine fois, on vous demandera, chers Christophe et Laurent, de venir ici avec nous. Ce sera plus confortable Chacun son tour. et voilà, plus vif. Merci encore. Dans quelques minutes, on va se séparer. Je vous propose de voir le reste de l'actualité en images et en 4 minutes. Joseph Emmanuel. Il a été décoré et promu, ses agresseurs écroués et inculpés pour tentative de meurtre. Issus de la mouvance antifasciste, bien connue pour son amour de la démocratie, ils ont entre 18 et 32 ans. C'est en marge d'une manifestation interdite à Paris qu'ils ont incendié une voiture de police avec 2 hommes à l'intérieur, dont Kevin Philippi, très bientôt promu agent de la paix. Et si pour l'avocat de l'un des 4 inculpés, tout ceci n'est qu'une farce honteuse, ne tenant que sur le témoignage d'un homme, il s'avère que l'homme en question est un policier. C'est un raid américain au Pakistan qui a tué le mollah Akhtar Mansour. Une attaque de drone pour éliminer le chef des talibans afghans. Dans sa voiture, le successeur du mollah Omar. Kaboul a confirmé la mort du taliban, un coup sévère pour le mouvement islamiste qui doit faire face à l'éparpillement de ses troupes. Beaucoup ont fait défection et rejoint les rangs du groupe État islamique. Les volcans tuent encore. Celui-ci est Sinabung, au nord de l'île indonésienne de Sumatra. En éruption depuis quelques jours, des pluies de cendres brûlantes se sont abattues tout autour. Au moins 3 villageois ont été tués et plusieurs autres blessés. Les victimes sont des paysans pour la plupart qui travaillaient dans cette zone dangereuse. Ils sont des milliers à fuir le cyclone Rohanu, au Bangladesh. Un cyclone très violent qui a fait plus de 20 morts. Des centaines de maisons en terre ont été dévastées. Un demi-million d'habitants ont été contraints de fuir des bourrasques violentes et des pluies diluviennes. Il pourrait être 2 millions dans les prochains jours. Palais Royal de Bruxelles ce dimanche, c'est ici qu'a lieu la cérémonie en hommage aux victimes des attentats du 22 mars. Le roi des Belges et le Premier ministre sont tous deux présents aux côtés de nombreuses familles endeuillées. Philippe de Belgique appelle les Belges à prendre conscience de leurs forces, mais aussi de leurs faiblesses. Les attaques avaient fait 32 morts et plus de 300 blessés. Il a été vétéran de la guerre des 6 jours, commandant dans l'unité d'élite de l'armée d'Israël et finalement le chef d'état-major qui a mené la bataille pour mettre fin à la vague d'attentats suicides pendant la deuxième intifada. Moshe Ya'alon quitte ses fonctions de ministre de la Défense, remplacé très probablement par le sulfureux Avigdor Lieberman. Ce dernier n'est plus depuis longtemps un protégé de Binyamin Netanyahou, mais il a ce dont Netanyahou a précisément besoin, un certain nombre de députés pour consolider son gouvernement. Plus besoin de passe Navigo. Très bientôt, vous pourrez prendre le métro à l'aide de votre smartphone. C'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui l'annonce. Concrètement, les usagers pourront télécharger leur forfait sur leur téléphone. Une petite révolution pour améliorer la vie quotidienne des Franciliens, nous dit-elle, sans avoir relevé le problème auquel seront confrontés les réticents du téléphone portable. Il pleut des dollars, plus d'1 million de dollars, sur un jeune Koweïtien. Rajeh Al-Hamidani vient d'être sacré poète arabe de l'année lors d'un prestigieux concours de poésie organisé à Abu Dhabi. Ils étaient des dizaines de jeunes poètes venant de différents pays arabes à se confronter sur scène à coups de mots.
Avec le jet ski et les séjours à Courchevel, la poésie est largement pratiquée par les princes et les têtes couronnées du Golfe. Ah, ils sont heureux, ces Australiens, car ils pourront enfin, peut-être, obtenir du cannabis, mais du cannabis thérapeutique. Dans les cas d'épilepsie chronique ou de sclérose en plaques, et parfois dans certains cancers, on l'utilise pour calmer la douleur. À l'autre bout du monde aussi, on fait la légalisation du cannabis, ici, à Denver, dans l'État de Colorado, l'un des 4 États des États-Unis qui a légalisé l'usage de cette herbe, pourtant dangereuse. 1625 mètres de long, voilà la plus grande BD du monde, établie à Lyon ce samedi. Le Guinness Book devrait valider la mesure dans les prochains mois, et si des milliers de fans de BD saluent l'exploit, ils seront certainement peu nombreux à avoir la patience de la lire. Fin de ce Paris-Jaffa exceptionnel avec le Premier ministre Manuel Valls comme invité. L'émission sera rediffusée à 23h heure de Paris ce soir et minuit heure de Tel Aviv. Dans quelques instants, Jean-Charles Banoun vous présentera le 20h. Le magazine Hebdo sera présenté par Elsa Mimoun qui assurera toute la session news de la soirée. Et l'on se retrouve demain à 19h heure de Paris, 20h heure de Tel Aviv. Très bonne soirée sur i24 News. Bonsoir.